jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL et merci pour votre fidélité. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre, fidèle au poste de TF1 LCI. En fin d'émission, nous retrouvons Marie-Pierre Haddad pour Parole aux électeurs. Vous pouvez envoyer toutes vos questions pendant l'émission sur les réseaux sociaux du grand jury et de RTL. Hashtag le grand jury. Alors Jean-Yves Le Drian, vous avez une longueur d'avance sur Emmanuel Macron puisqu'en mai prochain, vous achèverez votre second quinquennat en tant que ministre, mais dans un monde de plus en plus incertain. On nous promettait un monde d'après-Covid plus solidaire, même au niveau des relations internationales, on l'espérait. Et dans une interview au Monde d'hier, d'avant-hier plus précisément, vous nous prédisez au contraire un monde d'avant, mais en pire. À cause de qui sera-t-il pire? Des Russes et des Chinois? Il y a une accumulation des rivalités de puissance. Il y a une brutalisation de la vie internationale. Il y a des crises qui se développent partout et dans lesquelles les puissances essayent de s'introduire, de s'interférer. Et il y a un accroissement de la militarisation. Nous sommes dans un monde extrêmement peu tranquille, avec le développement des violences et des risques, le développement des menaces sur lesquelles il nous faut être très très vigilants. Oui, le monde dans lequel nous vivons après le Covid est un monde plus grave que celui qu'on connaissait avant, mais il y a néanmoins des éléments qui nous rassurent un peu. Lesquels? Dans la mesure où, par rapport à la montée des populismes, par rapport à la montée des radicalisations, on voit qu'en Europe, des pays ont tenu. L'Allemagne tient, l'Italie tient, l'Espagne tient, d'autres aussi. Les populismes sont contenus. Et puis France, par ailleurs, par ailleurs, dans le monde, le retour des États-Unis dans, comme on dit, la communauté internationale, dans les grands enjeux de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait que les États se retrouvent à essayer de respecter des règles entre eux et se respecter mutuellement. Cette nouveauté-là est quand même très forte et c'est un élément positif. Il y a donc là à agir pour essayer de gagner cette course de vitesse. On est dans une course de vitesse sur les modèles, sur les statuts, sur les puissances. Et il faut là-dedans que l'Europe joue toute sa partition et toute son rôle. Sur le populisme, que vous en parliez, est-ce que vous pensez que la France est à l'abri de ce populisme? Non, il n'est pas à l'abri du populisme. Non, M. Zemmour est un exemple particulièrement frappant du populisme ambiant. Et il faut combattre ce populisme parce que le populisme, c'est le début du déclin et du rétrécissement. Oui, c'est l'inverse. Le populisme s'affiche comme contre le rétrécissement, or c'est du rétrécissement. Mais quand vous voyez qu'Éric Zemmour est crédité de 17% dans les sondages, est-ce que ça vous inquiète? Qu'est-ce que pour vous ça dit de l'état de la France? C'est M. Zemmour, on ne va pas passer toute l'émission dessus, j'imagine. Non, mais vous en avez parlé spontanément. Parce qu'il est l'incarnation du populisme en France. C'est un semeur de haine, un semeur de fragmentation de la société française, un semeur de division et un matador du déclinisme. Il refait l'histoire et il l'interprète à sa façon. Il veut mettre la société française en situation de peur. Il faut combattre ça parce que nous avons beaucoup d'atouts et beaucoup de chances. Et quand je disais tout à l'heure que face au risque de brutalisation du monde, il y avait des éléments qui tenaient et qui nous donnaient de l'espoir, la France en fait partie, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité d'Emmanuel Macron dans cette montée de l'extrême droite dans ce pays, Jean-Yves Le Drian, puisqu'elle est passée en quelques années d'une quinzaine de pourcents, ou voire 20%, aujourd'hui à presque 35%. Un tiers de l'électorat est prêt à voter pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Quand on attise la peur, parfois on fait des adeptes. Mais le fait que le président Macron, depuis le début de son quinquennat, essaye de rassembler très largement sur à la fois le devenir de la France, l'unité de la nation, le fait de lutter contre
les assignations à résidence, les inégalités de destin, le fait de porter notre pays à la tête de l'Europe, non, il est au contraire le porteur de ce qui pourra faire la force de demain à la tête de l'Europe en menant une politique de rassemblement, mais aussi une politique de paix, et aussi en affirmant la puissance de l'Europe dans le nouveau concert des nations. Alors, on va y venir sur la puissance de l'Europe dans quelques instants, mais d'abord, une actualité qui émeut le monde entier, celle de la joueuse de tennis chinoise, Peng Shuai, je vais y arriver. Marion Mourgue. Oui, elle a été aperçue dans un tournoi ces dernières heures, après qu'elle ait disparu, puisqu'elle avait dénoncé un viol de la part d'un haut dignitaire chinois. Quand vous voyez ces images, on voit que les gradins sont vides. Pour vous, ces images de la joueuse, est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce que ça veut dire qu'elle est en sécurité, qu'elle est libre? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, sur cette affaire très préoccupante, je n'attends qu'une chose, c'est que Mme Peng Shuai parle. Et si les autorités chinoises veulent faire la clarté, eh bien, il faut qu'ils permettent à Mme Peng Shuai de parler, de dire où elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle prépare les Jeux Olympiques futurs. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit en vie à l'heure où nous parlons, Jean-Yves Le Drian. Qu'on nous dise qu'elle a disparu manifestement. Et si ce n'est pas vrai, qu'elle parle. Et si nous n'avons pas ces preuves-là, est-ce que, comme l'ont dit les Américains, la France serait prête à ne pas envoyer de représentants officiels gouvernementaux aux prochains Jeux Olympiques en Chine? Que d'abord elle puisse parler, et si d'aventure ça lui était interdit, ou si il y avait manifestement une disparition, alors on serait amené à en tirer quelques conséquences diplomatiques, oui, bien sûr. Mais quelles conséquences? Est-ce qu'encore une fois, on verra à ce moment-là. La conclusion de tout ça, c'est pas que de toute façon, nous resterons impuissants face à la Chine? Le fait, il ne faut pas non plus exagérer. Le fait de ne pas aller à l'ouverture des Jeux Olympiques avec un ambassadeur, ce n'est pas une forme de puissance par rapport à la Chine. C'est un symbole. Mais c'est ce qu'ont demandé les États-Unis, par exemple. Évidemment, si d'aventure on n'avait pas de nouvelles de cette grande joueuse de tennis, on en tirerait quelques conséquences diplomatiques. Mais donc, quelles conséquences? Vous verrez à ce moment-là. Pourquoi ne pas avoir convoqué l'ambassadeur de Chine à Paris hier ou avant-hier? Parce que nous espérons toujours que Mme Peng Shuai va parler. Et si ce n'est pas le cas, vous le On convoquerez? tirera les conséquences diplomatiques. Mais vous n'avez pas le sentiment que le temps Je vous presse? dirai comment à ce moment-là. Peut-être par une convocation de l'ambassadeur? Vous verrez. Bon, on verra à ce moment-là. Alors on passe à une autre crise, celle qui agite l'Europe. C'est les pêcheurs. Vous savez que la Grande-Bretagne refuse toujours d'accorder des autorisations à un grand nombre de pêcheurs pour qu'ils puissent faire leur activité de pêche au quotidien. Boris Johnson fait ce qu'il veut. D'abord pour le Brexit, ensuite pour la pêche, a-t-on entendu dire. On a perdu toute marge de manœuvre face à lui. Pas du tout. Moi, je ne considère pas que cette affaire soit terminée. Il y a des accords qui ont été passés, accords de commerce et de coopération, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour gérer la période de post-retrait. Nous sommes maintenant dans la nouvelle période. Et là, dans ces accords, les enjeux de pêche avaient été précisément analysés, précisément développés. Et on peut considérer que ces accords respectaient l'histoire des pêches européennes, des pêches françaises dans l'espace maritime britannique. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce que l'on veut? Aujourd'hui, c'est dans les détails que les complications arrivent, puisque autant sur les principes, je trouvais que l'accord avait de la qualité et respectait l'histoire, respectait les droits, ce qu'on appelle les droits historiques de pêche dans l'histoire maritime européenne et française. Aujourd'hui, les Britanniques sont en train de faire du pointillisme exagéré, exaspérant sur l'antériorité des bateaux qui étaient amenés à pêcher dans les 6-12 000 et dans la zone de Guernesey et de Jersey, et essentiellement en direction de la France. Comment les contraindre à faire différemment? Eh bien, il y a des mesures qu'il faudra sans doute prendre lorsqu'on aura été au bout de la discussion, mais la discussion se poursuit. Et nous allons nous battre licence après licence, bateau après bateau, dans des discussions qui vont reprendre demain entre la Commission européenne et le Royaume-Uni en présence de la France. Mais il faut bien identifier qu'il s'agit d'un problème de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Ce n'est pas un problème entre la France et le Royaume-Uni. C'est l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que quand on a signé un accord, il faut le respecter. Surtout quand on est le Royaume-Uni, qui est comme la patrie de la démocratie au départ. Donc on respecte ses engagements, normalement. D'autant plus qu'il y a une fierté britannique que l'on respecte. Alors s'il y a une fierté, il y a aussi une fierté dans le respect de la signature. Et dans le cas précis, il ne respecte pas. Donc c'est à l'Union européenne de dire, sur ce point-là,
qui est manifestement, globalement, un point second par rapport à l'ensemble des accords. C'est un test que fait le Royaume-Uni à l'égard de l'Union européenne. Et il faut que l'Union européenne exige le respect des signataires. Mais pourquoi est-ce que le Royaume-Uni céderait maintenant ce qu'il n'a pas voulu céder ces dernières semaines ? Parce que le traité, l'accord de commerce et de coopération l'oblige à le faire. Et s'il ne le respecte pas, il y a des procédures qui vont suivre. Et nous allons agir en ce sens. Nous serons intraitables sur le sujet. Mais il en fait un bras de fer politique, diplomatique. Il en fait un bras de fer contre la France. Oui. Nous en faisons un bras de fer entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est là tout le changement. Donc vous demandez à Bruxelles d'intervenir, vous trouvez qu'elle n'est pas assez Bruxelles présente. sera demain dans la discussion avec le Royaume-Uni pour obtenir satisfaction et ne pas se perdre dans la définition des antériorités des bateaux. Mais quand vous voyez que votre collègue du gouvernement, la ministre de la Mer, Annick Girardin, a déjà préparé les indemnisations, est-ce que finalement la France n'a pas baissé les bras ? Est-ce qu'elle n'a pas abandonné les pêcheurs ? Non, ce que la droite pas du tout. Non, je pense que je laisse la droite à sa compétition interne. Elle essaye de faire feu de tout bois sur le sujet. Mais en réalité, là, ce qu'a dit la ministre de la Mer, c'est que pendant cette période-là, nous avons une capacité financière pour soutenir les pêcheurs. Donc, c'est comme dans un conflit social. Quand il y a un conflit social et qu'on sait qu'il y a une caisse de remboursement, on est plus fort pour tenir. Là, on dit aux pêcheurs, nous avons de l'argent. Mais ça justifie justement d'être beaucoup plus ferme et beaucoup plus dur parce qu'on peut prendre le temps. Jean-Yves Le Drian, autre sujet de litige entre Paris et Londres, eh bien, ce sont les migrants qui continuent d'affluer dans le nord de notre pays pour traverser la Manche. Ce matin, votre collègue Gérald Darmanin renvoie la responsabilité aux Britanniques sur ce sujet aussi et à leur marché du travail qui fonctionne, dit-il, avec une armée de réserve de travailleurs clandestins payés à moindre coût et exploités. Il leur demande aux Britanniques de changer leur modèle économique. C'est aussi ce que vous leur demandez, vous, Absolument, mais je pense que Gérald Darmanin a tout à fait raison. Mais on peut les Britanniques veulent nous faire prendre la responsabilité des difficultés qu'ils rencontrent pour la gestion de migrants sur leur propre territoire. Nous avons, depuis les accords du Touquet, d'une certaine manière, nous gérons pour compte des Britanniques leurs propres frontières. Je pense que à ce sujet, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes tout à fait dans les clous. Mais nous assumons totalement nos responsabilités. C'est aussi aux Britanniques d'assumer les leurs. On n'a vraiment aucune leçon à recevoir en la matière. Oui, mais eux considèrent que la France ne fait pas assez pour empêcher le passage de migrants. Eh bien, je leur laisse ce point de vue. Mais nous assumons nos responsabilités. Mais vous diriez... Et nous faisons d'ailleurs cela pour le compte du Royaume-Uni. C'est vrai qu'ils nous payent en partie, mais c'est vrai que ce sont des coûts importants. Et nous mobilisons beaucoup de nos personnels, beaucoup de douaniers, beaucoup de gendarmes pour assurer la sécurité. On voit les dossiers s'accumuler. Donc nous avons des problèmes avec le Royaume-Uni, vous avez raison. Voilà, alors comment vous qualifiez cette relation ? Est-ce que c'est toujours des partenaires, des amis, ou ça devient quand même des concurrents, voire des adversaires de plus en plus quand on voit les dossiers se multiplier ? Je pense que M. Boris Johnson est un populiste et qu'il utilise tout élément à sa portée pour à la fois essayer de se renforcer sur son poids politique au Royaume-Uni, mais aussi essayer de mettre sur la faute de l'autre des difficultés qu'il a en intérieur. Et donc il faut rompre avec cette logique-là. Le Royaume-Uni est un grand pays, même s'il n'est plus malheureusement pour nous, je pense, et pour eux aussi dans l'Union européenne, ça reste un partenaire potentiel. Mais on dans peut beaucoup de domaines. Avec un populiste. Donc nous sommes prêts à parler avec le Royaume-Uni, mais qu'on n'accumule pas ainsi les manœuvres populistes essentiellement contre la France, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas avoir un dialogue sérieux. Moi, je suis pour un dialogue ouvert avec le Royaume-Uni. Je dirais d'ailleurs ça à ma collègue que je vais rencontrer dans quelques jours à Liverpool. Il faut ouvrir une discussion et ne pas rester enfermé dans des irritants de ce type qui sont attisés par les autorités britanniques. Est-ce qu'il ne faut pas frapper du poing sur la table vis-à-vis justement de ce que vous qualifiez de populiste, Boris Johnson ? Est-ce qu'il ne faut pas montrer un peu plus de force de la part de la France ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, c'est vous le ministre. Il y a différents moyens. Frapper le Royaume-Uni. Non, je parle dans les mots. Je dis dans les sanctions. Les mots que nous utilisons sont d'une très grande fermeté. Le président de la République a rencontré Boris Johnson il y a peu de jours à Rome au moment du G20. Et il lui a dit des choses très clairement. Mais Jean-Yves Le Drian, Mario Morgue vous demandait si le Royaume-Uni était toujours aujourd'hui un allié, un ami. Vous dites Boris Johnson est un populiste. Peut-on être allié ou ami avec un populiste ? On peut être allié et ami qu'avec un grand pays. Dirigé par un populiste. Non, on ne fait pas une obligation de changement de gouvernement. On dit simplement que le fait que Boris Johnson est en train d'utiliser toute une série de sujets d'irritants avec la France pour asseoir davantage sur sa propre autorité n'est pas un bon signe. Mais nous sommes prêts à la discussion sur l'ensemble des sujets avec le Royaume-Uni, y compris sur des sujets lourds.
Ouais. Au-delà de cela, il y a eu aussi l'AUKUS, dont on a parlé antérieurement, et On va y qui est un revenir sujet sur un les- peu difficile dans sur nos les- relations avec le Royaume-Uni. Sur les sous-marins, mais vous, l'homme de gauche, en attendant, est-ce que quand vous voyez le traitement de ces migrants dans le nord de la France, ça choque certains, notamment une commission d'enquête parlementaire qui dénonce, dans la manière dont la France agit, la traque qu'ils subissent, ces camps de fortune démantelés sans précaution. Nous respectons le droit, et nous continuerons à respecter le droit. Mais sur le fond, concernant les migrations, je pense qu'il faut poser le problème très sereinement aujourd'hui en Europe, parce que c'est vrai que le statu quo tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas rester ainsi. On le voit dans la crise bélarusse. On va en parler justement. Pour que les enjeux migratoires soient bien posés, il faut bien distinguer 3 mouvements différents. Il y a d'abord l'impérative nécessité de respecter le droit d'asile. Parce que c'est l'honneur de l'Europe, parce que c'est l'honneur de la France, et parce que c'est partagé et c'est inscrit dans nos traités. Aujourd'hui. Mais il y a un risque que des réfugiés qui viennent chercher refuge en Europe, en France ou ailleurs, au nom du droit d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, se trouvent peut-être dissuadés, empêchés, mélangés avec un mouvement de migration irrégulière qui, s'il n'est pas traité comme il doit être traité, à ce moment-là, peut remettre en cause le droit d'asile lui-même, par des confusions généralisées, qu'il faut refuser. Et puis vous avez par ailleurs le mouvement migratoire régulier avec des gens qui ont un contrat de travail ou qui vont faire leurs études en France. Tout ça. Donc et la France doit rester une terre d'immigration, Jean-Yves Le Drian. C'est absolument pas ce que j'ai dit, justement. Non mais je vous pose la question. Donc, Pourquoi la France doit faire en sorte vous choque quand on dit ça qu'il y ait... Non, parce que vous avez interprété mon propos. La France souhaite que les mouvements de migration réguliers puissent se poursuivre, que ce soit avec des contrats de travail ou pour des étudiants. La France assume sa responsabilité d'être une nation d'asile pour ceux qui sont demandeurs d'asile, qui sont persécutés dans leur pays. Mais la France doit maîtriser son flot, le flot de migrants irréguliers s'il se produit dans le cadre européen, parce que c'est aussi la nécessité à remplir pour que les 2 autres paramètres soient remplis. Mais par exemple, très concrètement, pourquoi la France n'accueille-t-elle pas ou ne propose-t-elle pas l'asile politique aux 2000 hommes, femmes et enfants qui, vous venez d'en parler, sont actuellement à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ils sont 2000. Est-ce que la France n'aurait pas de leur Parce qu'il proposer s'agit, en l'occurrence là, il ne s'agit pas d'abord, de mon point de vue, d'un mouvement migratoire. Il s'agit d'une opération géopolitique manipulée, organisée, initiée, instrumentalisée par un dictateur dans le but à la fois d'assurer sa propre maîtrise de son territoire Alexandre Loukachenko, donc. et de faire en sorte que l'Europe se divise sur la question. C'est une vaste manipulation, c'est vraiment un trafic d'êtres humains. Mais qu'est-ce qu'il cherche Et à nous diviser, il n'a pas réussi. Oui, mais avec quel objectif? Qu'est-ce que ça fait pour lui que De se l'Europe maintenir au pouvoir et de faire en sorte que l'Europe, qui apparaît vraiment solidaire dans cette affaire, et heureusement, ne soit pas unie et puisse se disloquer par rapport à des mouvements de protestation ou par rapport à une mauvaise gestion des frontières qui ne se produit pas. Mais est-ce que Et vous donc, voyez la main de la Russie là-dessus, derrière? Il faut être d'une très grande fermeté. Nous avons été solidaires de la Pologne, nous le resterons. Nous avons demandé à ce que le Haut Commissariat aux réfugiés puisse s'installer en Biélorussie pour traiter la situation de ces personnes. Ce sont des réfugiés, il faut donc qu'ils soient traités comme tels. Ce sont des migrants, il faut qu'ils soient traités comme tels, à la fois d'un point de vue humanitaire, à la fois aussi dans la possibilité de retourner dans leur pays d'origine. Et il faut en même temps combattre les sergents recruteurs qui, dans certains pays, avec la complicité de Loukachenko, ont semé du rêve qui aboutit aujourd'hui à des drames. C'est ça la position de l'Union européenne. Il ne faut pas se laisser emporter par de bons sentiments qui deviennent finalement de mauvais sentiments. Vous direz, à la comme fin. le Premier ministre polonais ce matin, que c'est la plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe depuis la guerre froide? Non, il exagère. Il y a eu des flux migratoires beaucoup plus importants. Rappelez-vous 2015. Nous sommes dans une opération de manipulation. Mais est-ce que dans cette crise, vous voyez justement la main de la Russie dans ce que vous qualifiez de manipulation? Je dis que la Russie, étant donné la relation Poutine, assez étroite que le président Poutine entretient avec Loukachenko, elle doit avoir les moyens d'agir, de faire pression. Mais c'est Visiblement. maintenant que la pression doit s'exercer.
diplomatiquement ou même peut-être autrement. Mais en tout C'est-à-dire cas, il y a des liens réels entre les deux pays et je pense que M. Poutine serait bien inspiré de les mettre en œuvre. Autrement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on exerce une pression sur la Russie? Parce que le voisinage est tel, l'histoire est telle, les échanges économiques sont tels, la complicité politique est telle que M. Poutine a la capacité de faire Oui, levier. mais comment est-ce que nous, on fait en sorte que la Russie bouge? En parlant, c'est ce qu'a fait le président Macron en s'entretenant pendant plus de 2 heures il y a quelques jours avec le président Poutine, précisément sur cette question. Et il vous fait avez pas un vu double jeu, des Vladimir effets Poutine, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Europe en disant j'interviens auprès d'Alexandre Loukachenko et en fait il ne fait rien sinon attiser. C'est à lui de vérifier si les engagements qu'il prend à l'égard du président Macron sont suivis des faits ou s'il les met en œuvre. Ne C'est vous pas à moi de le croyez pas. savoir. Mais en tout cas, le président Poutine a promis d'intervenir. J'espère qu'il l'a fait. Une précision, Jean-Yves Le Drian, sur la question du mur envisagé par la Pologne sur 180 km de frontières pour se protéger. Quelle est la position de la France? Parce qu'en fonction des ministres qu'on écoute en ce moment, on a du mal à comprendre si la France soutient ou s'oppose à la construction de ce mur. La France redit d'abord et avant toute chose que c'est à la Pologne d'assurer pour le compte de l'Union européenne la sécurité de la frontière extérieure de l'Europe, donc la frontière entre la Pologne et la Bélarus. Est-ce que ça peut passer par un mur? Comme elle le dit à la Lituanie, parce qu'il n'y a pas eu que la Pologne, il y a eu la Lituanie, il y a eu aussi un peu la Lettonie, doit assurer cette responsabilité. Il est souhaitable qu'il le fasse dans le cadre des outils dont dispose aujourd'hui l'Union européenne, et en particulier dans le dispositif dit Frontex, c'est-à-dire l'agence des gardes frontières qui a été mise en place par l'Union européenne pour assurer sa propre protection des frontières. C'est-à-dire le faire dans le respect du droit. C'est ce que nous souhaitons. Et la réponse, elle doit être là. Mais et nous engageons construire un vraiment. mur, c'est se mettre en ça dehors du droit? Je pense que là, ce n'est pas la réponse appropriée au moment où on parle. Ça veut dire que pour vous, les frontières de l'Union européenne ne doivent pas être forcément en dur. Ce n'était pas la philosophie de l'Union européenne au départ. Écoutez, les frontières de l'Union européenne doivent être respectées, préservées, structurées. Et pour cela, il y a des outils que l'Union européenne a mis en place, c'est-à-dire l'agence des Oui, mais gardes est-ce que frontières. sont suffisamment utiliser- surveillés? Jean-Yves, c'est la question. Moi, j'ai le sentiment quand même que Franchement. et en Pologne, et en Lituanie, et en Lettonie, les temps derniers, ça s'est quand même passé de manière assez stricte. Mais vous insistez sur Frontex. Est-ce que vraiment Frontex est à la hauteur de ces crises? Est-ce qu'elle a les moyens d'agir? Oui, aujourd'hui, oui. Parce qu'on l'entend peu dans c'est cette Frontex qui a agi en Lituanie. En Lituanie, il y a eu beaucoup de tentatives aussi menées par Loukachenko dans la même démarche, et ça a été enrayé. Jean-Yves Le Drian, il y a un instant, on parlait de Vladimir Poutine. Vous disiez qu'il n'était pas complètement étranger de par ses liens avec la Biélorussie. Est-ce que là, on est face à un pays concurrent, adversaire, ennemi, ami, allié? Comment est-ce qu'aujourd'hui vous qualifiez l'attitude de la Russie à notre endroit? Dans cette affaire ou d'une manière générale? Dans cette affaire et en général, parce qu'en fait les deux sont intimement liés. C'est d'abord un voisin. C'est très factuel. Oui, non, c'est facile, mais c'est une réalité. Et le problème, c'est que la géographie est têtue, comme vous le savez, et que la Russie, à ma connaissance, n'a pas manifesté son intention de déménager. Un voisin Et quand gênant. vous avez des voisins, ça arrive dans la vie d'avoir des voisins insupportables, ça arrive dans la vie d'avoir des voisins qui vous irritent, mais restent vos voisins. Donc il faut trouver la manière d'agir ensemble au mieux de nos intérêts pour que nous ayons avec ce voisin, qui est parfois encombrant, une relation que nous voudrions de confiance. Un voisin envahissant. Un voisin parfois insupportable. Mais au premier sens du terme, quand on regarde... Et donc, à cet égard-là, il faut de toute façon continuer à parler avec ce voisin. Mais il n'a pas Et l'air c'est de la vous raison écouter pour laquelle, beaucoup. c'est la raison pour laquelle nous avons eu la semaine dernière une rencontre qu'on appelle la rencontre 2+2 entre mon collègue Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, le ministre de la Défense russe, M. Shoigu, et Mme Parly et moi-même, pour faire un point. Mais est-ce qu'il Je ne vous peux pas vous écoute? dire que ça s'est très bien passé, mais ça s'est passé. Plutôt mal. Et il importe que... Oui, mais il faut garder des chemins de dialogue. Autrement, si avec votre voisin, vous ne parlez plus... Mais il mène à quoi ça ce se passera mal. dialogue, Jean-Yves Le Drian? Pardon? Il mène à quoi ce dialogue? On entend ce que vous dites, il faut garder le dialogue. Oui, Mais alors il y a encore des... faut-il qu'il débouche. Il faut se dire les choses très clairement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur la crise ukrainienne, nous sommes dit les choses de manière très claire. Vous vous êtes dit quoi? Je vais peut-être finir l'ensemble des mais- sujets, parce que on va y revenir, si vous voulez, sur l'Ukraine. Mais sur la crise au Sahel, nous sommes dit les choses. Et là, nous avons Alors, constaté prenons peut-être les sujets des un par un, points... Jean-Yves Le Drian, Non, mais c'est je un vous- sujet très complexe. Vous me demandez ce qu'on fait avec Oui. la Russie, je vous explique. On dites parle les de choses. cela.
Mais on parle aussi des sujets sur lesquels on peut avoir des Non, mais ce convergences. qu'on se demande, c'est une fois qu'on en parle, est-ce que ça permet d'avancer ou est-ce que les Russes sont dans une telle attitude que ça ne permet pas d'avancer? Sur les sujets sur lesquels on a des convergences, on peut avancer. Je pense par exemple à la crise du Caucase, où finalement les échanges ont permis de faire quelques progrès et d'inciter et l'Azerbaïdjan et l'Arménie à faire des pas en avant pour essayer de calmer la situation et de faire en sorte que le cessez-le-feu du mois de novembre puisse progressivement se traduire dans les actes. C'est vrai sur le Caucase, mais c'est vrai aussi sur l'Iran. On a des points de travail en commun qu'il faut respecter. Juste, ma question, c'était pour qualifier notre relation avec la Russie. Vous nous avez répondu de manière très factuelle, c'est un voisin. Je vous repose la question, est-ce que c'est un voisin qui est un concurrent, un adversaire, un ennemi, un allié? Comment est-ce qu'on peut qualifier la relation? Je crois l'avoir qualifié. Un voisin encombrant, un voisin parfois insupportable, avec lequel il faut parler. Nous avons une longue histoire ensemble, c'est un grand pays, nous avons parfois des intérêts politiques communs, nous avons parfois des intérêts économiques communs qu'il faut préserver parce que c'est notre intérêt aussi. Et pour le reste, dire les choses très clairement avec eux, sur tous les sujets, ne pas se cacher. On va venir dans la deuxième partie de l'émission, mais juste avant la pause, puisqu'on parle de Vladimir Poutine, est-ce qu'on ne tourne pas un peu autour du pot, très franchement, Jean-Yves Le Drian? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un dictateur qui est aujourd'hui au pouvoir en Russie? Mon rôle n'est pas d'attribuer des étiquettes à un tel ou un tel. Vous l'avez fait sur Loukachenko. Oui, parce que c'est un vrai dictateur et qui ne respecte pas le résultat des élections. Donc là, vous voyez une différence. À partir du moment où quelqu'un vole des élections, à partir du moment où quelqu'un organise des détournements d'avions lui-même, à partir du moment où quelqu'un provoque cette crise, cette vraie faux crise migratoire que je viens de décrire, oui, c'est un dictateur. À partir du moment où il réprime ses concitoyens, oui, c'est un dictateur. Mais Vladimir Poutine, quand il menace de dissoudre une ONG, pilier de la défense des droits humains en Russie, je vais dire que Poutine, aujourd'hui, est dans une forme de dérive autoritaire qui s'est accélérée au cours des derniers mois, à la fois dans la répression des opposants, à la fois par l'affaire Navalny, et cette dérive autoritaire est préoccupante, oui. Il veut nuire à l'Europe et à la France? Il veut assurer son pouvoir, il veut assurer le poids de la Russie dans le jeu international, et il n'a aucun intérêt à avoir à côté de lui, comme voisin ou comme voisine à ce moment-là, une Europe solide et unifiée. Et est-ce qu'il veut envahir, ou du moins entrer en territoire ukrainien? On parle de 100 000 hommes massés à la frontière russe, juste à côté de l'Ukraine. Est-ce que c'est une information que vous confirmez? Qu'est-ce que la France a comme élément sur cette situation? Nous sommes préoccupés de l'accumulation de forces aux frontières de l'Ukraine, à la limite du Donbass. Il y a eu des manœuvres qui ont été organisées au mois d'avril dernier, qui nous avaient aussi préoccupés. Il reste des éléments sensibles présents sur place, avec manifestement des mouvements qui vont dans ce sens. Et nous avons dit, parce que c'est aussi l'intérêt de se parler, nous avons dit fortement et clairement à nos interlocuteurs que, évidemment, toute violation de la frontière ukrainienne et toute intrusion aurait des conséquences extrêmement graves pour la suite. Ils sont 100 000 aujourd'hui? Je ne donne pas de chiffres. Mais c'est ce que vous craignez. Bon. Qui nous dit mot constant, dit-on. En tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Jean-Yves Le Drian. On parlera notamment de la menace terroriste en France, avec en fond de décor l'Afghanistan. À tout de suite. Le froid, ça peut être terrible pour les pare-brises. Avec les changements de température, entre les gelées matinales et le chauffage, quand le pare-brise est déjà fragilisé par un impact, un nid de poule sans faire attention, crac. Alors, en cas de fissure, venez chez Carglass. Chez nous, votre pare-brise, on le remplace. Et pour rouler avec votre nouveau pare-brise bien dégivré, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. Et oui, gagnez du temps avec cette innovation Karcher. Alors, prenez rendez-vous directement sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Ce sapin balsamil imprègne votre intérieur de la somptueuse beauté de la nature. Les sapins balsamil sont confectionnés avec un savoir-faire artisanal qui vous enchantera pendant de longues années.
Les ampoules accrochées-main des sapins Balsamil font scintiller vos célébrations de fin d'année. Les aiguilles True Needle de Balsamil confèrent à ce sapin son réalisme saisissant. Balsamil vous propose un sapin à votre image. Dépêchez-vous et profitez des offres Black Friday avec jusqu'à 50% de réduction sur balsamil.fr. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous avec Astérix et les rouleaux d'activités et de coloriage Oh My en ce moment dans le Happy Meal. Fast and Furious 9. Dom et sa famille vont devoir affronter un nouvel adversaire de taille. Fast and Furious 9. On s'accroche! On n'avait pas encore fait ça. En Blu-ray et DVD. Bien plus qu'une veste. C'est un défi. Une victoire. Une évolution. Des records battus. Et des limites redéfinies. C'est une vocation. C'est partout. Et pour toujours. Bien plus qu'une veste. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. On se fait un Deliveroo? Bien plus qu'une veste. C'est un défi. Une victoire. Une évolution. Des records battus. Et des limites redéfinies. C'est une vocation. C'est partout. Et pour toujours. Bien plus qu'une veste. Vendezvotrevoiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Avec l'hiver qui arrive, si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut être terrible. Regardez, avec le froid, quand l'eau gèle, l'eau prend plus de place et avec la pression, crac! Alors n'attendez pas, venez chez Carglass. Chez nous, votre impact, on le répare en 30 minutes seulement. En plus, pour rouler avec un pare-brise bien dégivré, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil Karcher. Et oui, gagnez du temps avec le dégivreur Karcher. Alors pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass remplace. Allô Lucie, papa m'a raconté, ça va? Ouais, mais on a eu peur, quoi. On avait laissé la poêle sur le feu. Et vous avez fait comment? Bah écoute, c'est Vérissure qui a reçu l'alerte. Ils nous ont réveillés et ils ont appelé les pompiers. Oh là là, heureusement. Ouais, tu m'étonnes. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. En ce moment, profitez d'un pack à moins 50%. Il était une fois une princesse aux cheveux longs, très longs, qui attendait qu'un prince vienne la sauver. Mais franchement, ça, c'est pas une vie. Alors elle s'est fait livrer rapidement une échelle avec Prime. Et... bye bye. Maintenant, on ne parle plus que d'elle et de son salon. Et le prince. Mais il n'y a plus besoin de lui. Prime, et tout devient possible. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On parlait de la Russie et de son influence de plus en plus présente et prégnante. Avant d'y revenir, une question quand même sur la crise sanitaire et la pandémie qui perdure. On a vu qu'il y avait des mouvements en Autriche, aux Pays-Bas, de manifestations contre les restrictions. Est-ce que vous craignez les mêmes mouvements en France, Jean-Yves Le Drian, une contagion justement européenne, notamment à la France? Pour le moment, la situation en France est meilleure que dans d'autres pays, dont les pays que vous citez.
parce que le niveau de vaccination a été extrêmement important. Il y a un taux de près de plus de 88% si on prend la population de plus de 12 ans, ce qui est énorme. Je crois que la pédagogie partagée a payé. Il faut poursuivre parce qu'il y a encore des pourcentages à pouvoir gratter pour aboutir à un résultat encore meilleur. Mais c'est la meilleure protection. C'est la vaccination, c'est le pass sanitaire et c'est demain. Mais quand vous voyez ce qui se passe en Guadeloupe, par exemple, est-ce que ça vous inquiète avec l'envoi du RAID et du Guadeloupe, il y a GIGN? plusieurs choses qui se passent. Mais il y a d'abord une forme de révolte menée par des minorités qui sont insupportables. À la fois les révoltes et les minorités dans leur action, qui aboutissent à des incendies d'habitation. C'est parfaitement inacceptable. Et je crois que le ministre de l'Intérieur a raison, et avec le ministre des Outre-mer, de faire preuve de fermeté pour empêcher cette dérive-là. Il y a la nécessité de poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales, et en particulier les organisations syndicales de santé, pour faire en sorte que les personnels soignants soient vaccinés, parce que ça fait partie de la protection de l'ensemble de la population. Et puis il y a à ouvrir le débat avec les élus de Guadeloupe, ce que va faire le Premier ministre, je crois, demain, pour avec les élus, faire prendre conscience des dangers que représente cette situation, parce qu'il faut se protéger. Et la protection, c'est le vaccin, c'est les 2 doses et le rappel pour ceux qui ont plus de 65 ans, comme moi personnellement, comme je me suis fait aussi rappeler, et pour que l'on puisse généraliser le rappel et que le pass sanitaire soit le bon outil de protection. Voilà la situation française aujourd'hui. Oui. Mais ce virus est tellement imprévisible qu'il faut se prémunir contre d'éventuelles évolutions. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes dans le bon chemin. Autre menace mondiale, c'est le terrorisme. Quel est le niveau de la menace aujourd'hui en France, après, bien évidemment, les événements en Afghanistan et la prise de Kaboul par les talibans il y a quelques mois? Il n'y a pas de répercussions. Et à l'approche des fêtes. Sur le lien avec l'Afghanistan, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un lien direct entre un risque terroriste accru de par l'Afghanistan, même s'il y a des risques majeurs en Afghanistan. Aujourd'hui, parce que à la fois les talibans sont en conflit avec Daesh en Afghanistan. C'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes orientations, c'est pas les mêmes conceptions du pouvoir, même s'il y a des proximités. Et on connaît dans l'histoire le fait que Al-Qaïda a été lié dans le passé aux talibans et qu'aujourd'hui la rupture n'est pas suffisamment faite. Donc il n'y a pas de lien direct aujourd'hui, mais il faut garder la plus grande vigilance néanmoins sur ce point. Sur le reste, les risques sont toujours là. Les services de renseignement français se sont considérablement renforcés depuis 2015. Ils sont très très vigilants, on déjoue des menaces très régulièrement et cette vigilance doit être partagée, en particulier au moment des fêtes. Mais c'est-à-dire que quand vous dites que l'Afghanistan ne vient pas inspirer, les talibans ne viennent pas inspirer une menace supplémentaire sur notre pays? Pas à cette heure, mais il faut être prudent. À cette heure, mais il faut être prudent. Alors, on revient aussi à l'influence de la Russie en Afrique, mais aussi à nos troupes d'abord françaises en Afrique qui sont malmenées, Marion Mourgue. Oui, on l'a vu au Burkina où un convoi militaire a été bloqué. Est-ce que la France est toujours bien accueillie en Afrique? Il y a des manipulateurs, là aussi, par des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, par l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui joue contre la France. Certains, parfois même inspirés par des réseaux européens. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation des relations entre la France et l'Afrique? Mais entre la France et l'Afrique? Non, je ne crois pas. Je pense que plus globalement, je reviendrai sur le Sahel, mais plus globalement, les initiatives qui ont été prises par le président de la République au mois de mai dernier sur l'élaboration d'un New Deal pour l'Afrique. Parce que la question pour l'Afrique, là, maintenant, ça va être la question de sortie de crise. Les États-Unis viennent de faire un plan de relance considérable, l'Europe vient de faire un plan de relance considérable, et alors l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Et donc il importe d'avoir les outils nécessaires pour permettre que l'Afrique fasse un saut qualitatif dans son développement en sortie de crise. Mais pour revenir quand même sur le Burkina, parce que quand vous entendez armée française dégage, est-ce que ça ne veut pas dire que la France n'a plus sa place là-bas? Oui, c'est aussi ce qu'on entend en République centrafricaine parfois, et c'est aussi parfois ce qu'on entend au Mali. Il y a des réseaux qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que sur le fond, au Sahel, avant de repasser sur l'Afrique en général, les choses sont très claires. Il y a 5 pays dont les autorités responsables, qui pour 4 d'entre elles
pas pour le Mali, sont élus dans des résultats électoraux qui ont été constatés et qui ont été reconnus. 5 pays demandent à la France d'intervenir pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et nous répondons à leur demande avec l'appui des Nations Unies. Avec l'appui des Nations Unies et avec l'appui des Européens. Que la grande nouveauté par rapport à la question que vous me posez, c'est que les Européens sont là, non seulement dans la formation des forces armées de ces 5 pays, mais aussi physiquement par des forces qui restent capables de lutter contre le terrorisme. 10 pays européens. Il y a quelques années, vous n'auriez jamais vu ça. Moi, quand j'étais au début ministre de la Défense, jamais j'aurais imaginé que sur une intervention extérieure, on aurait pu avoir, en plus de la France, 10 pays européens avec des soldats au sol. Et pour autant, certains pays comme le Mali semblent vouloir se tourner vers des milices privées je vais y venir. Russes. Ça, c'est la situation, parce qu'on m'interroge sur le Burkina Faso. Oui, je veux bien passer du Burkina Faso au Mali. La frontière n'est pas tout à fait sécurisée encore. Mais je vais passer de vous, madame, à vous, monsieur, tout cela dans un instant. Mais sur le Burkina, la défiance de certains, oui, pour des raisons politiques évidentes. Et sur le Burkina Faso, encore plus clairement. Et nous avons fait savoir au président Kaboré que nous souhaitions qu'il aide à régler cette situation à Kaya dont vous parlez il y a un instant. Je pense que ça va se régler, mais ça peut être un peu tendu pour des raisons à la fois internes et parfois externes, puisqu'il y a des relais d'opinion qui, aujourd'hui, font aussi de la guerre informative. Restons sur les intérêts français et sur le Mali en particulier et l'influence russe. Adrien. Quand vous dites les intérêts externes, c'est encore une manière de cibler, par exemple, la Russie. Je citais le Mali à l'instant parce que le Mali a des contacts avec la Russie pour voir dans quelle mesure une milice privée, appelée Wagner, peut travailler dans le pays, alors même justement qu'il y a également des soldats français. Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que la France restera au Mali si le Mali choisit de travailler avec la milice privée russe Wagner? La première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens par votre intermédiaire, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, d'un double coup d'État. Parce qu'il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ils ont pris l'engagement à l'égard de leur père de provoquer des élections, une transition qui devrait intervenir en février. Il faut qu'ils le respectent. Sinon, nous allons mettre contre eux des sanctions, y compris les Africains, mais aussi les Européens. Deuxièmement, si ils considèrent que l'appel à une milice de mercenaires, Wagner, ce sont généralement d'anciens soldats russes qui s'entraînent en Russie, qui sont transportés par des avions russes, mais qui font de la guerre par procuration. Et proche de Vladimir Poutine. Proche de Poutine, et dans la mesure où ils n'ont pas non plus à cet égard de responsabilité, puisque c'est une milice privée qui est sous la responsabilité de personne finalement officiellement, au moins officiellement, et qui donc du coup ne répondent pas de leurs faits. Or on sait, parce qu'ils pratiquent en République centrafricaine, que ce sont des prédateurs, que ce sont des gens qui ne respectent aucunement le droit, que parfois ils font des violations en tout genre, et qu'ils ont des pratiques insupportables. Mais donc est-ce qu'on se Il n'est retirera pas possible d'envisager que Wagner vienne au Mali. Nous l'avons dit avec beaucoup de force aux intéressés, aux responsables maliens. Et l'Union européenne a pris, à ma demande la semaine dernière, des dispositions de sanctions à l'encontre de Wagner pour des faits de ce type exercés à la fois en Libye, mais aussi en République centrafricaine. Mais très clairement, est-ce que Vladimir Poutine essaye aussi de déstabiliser la France en Afrique et au Mali? Je pense que l'intérêt de la Russie, sous l'autorité de Vladimir Poutine, n'est pas d'avoir une Europe forte, d'abord sur le continent européen, même une Europe forte en Afrique. Et l'intérêt de l'Europe, c'est d'avoir une relation avec l'Afrique qui soit beaucoup plus structurante, beaucoup plus dynamique. D'où la question posée tout à l'heure sur la force du partenariat avec l'Afrique, que nous allons d'ailleurs mettre en œuvre au moment de la présidence française. Ça fait 45 minutes qu'on parle d'un certain nombre de crises. Est-ce que la puissance française veut encore dire quelque chose? Est-ce que la France se fait entendre dans toutes ces crises évoquées, que ce soit avec les partenaires européens ou avec d'autres partenaires? Oui. On a l'impression que vous prenez la diplomatie, ce qui est votre métier, mais qu'on n'est pas forcément entendu. Je lis souvent des déclarations, y compris dans le débat à droite, qu'il m'arrive parfois d'entendre, que dans cette affaire de crise, nous serions
muet ou finalement rétréci. Je pense que c'est le contraire. Parce que dans un monde qui est en plein bouleversement, on le disait au début, en pleine conflictualité, en plein risque, en pleine menace, à chaque fois, à chaque crise, c'est la France qui prend l'initiative. Et les résultats ne sont pas toujours immédiats. Mais par exemple, sur le Mali, puisque nous en parlons, c'est la France qui a pris l'initiative d'organiser sur la question du Sahel et singulièrement sur la question du Mali une grande coalition de aujourd'hui 60 pays et associations et organismes internationaux qui travaillent avec la France pour les enjeux du Sahel. Mais quand sur la Libye, le dossier des sous-marins, on ne peut pas dire que la France je vais y a été venir sur les entendue. sous-marins. Si vous me venez sur les sous-marins, je suis assez professionnel sur le sujet. Oui. Et vous avez été mais très je affecté peux par tenir cette longtemps. crise. Mais je vais revenir d'abord sur un autre sujet qui concerne l'initiative de la France. Sur la Libye, si le président Macron n'avait pas pris d'initiative au cours de son quinquennat, 3 initiatives, pour faire en sorte qu'on aboutisse à un résultat positif sur la Libye, il ne se serait pas passé grand-chose. Nous sommes à l'initiative, et là, à Paris, il y a quelques jours, on s'est donc mis d'accord sur un calendrier électoral, sur un cessez-le-feu et sur un dispositif militaire d'apaisement. Sur l'Irak, la réunion que le président de la République a tenue à Bagdad à la fin du mois d'août a réuni autour de la table des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler. Il y avait à la fois l'Iranien, le Saoudien, il y avait à la fois le Turc, l'Irakien, tout le monde était là. Parce que le président de la République, en raison des relations historiques que nous avons avec l'Irak, a été celui qui a pu rassembler et réunir. Sur chaque crise, nous sommes à l'initiative et nous sommes écoutés. Ces 5, ces 10 dernières années, quel que soit le temps qu'on prenne, est-ce qu'on ne peut pas constater que l'influence, la place de la Chine, de la Russie dans le monde a grandi et qu'on est aujourd'hui dans une sorte de guerre froide avec ces pays? C'est une question différente de celle que me posait Madame. Exactement. L'interrogation tout à l'heure, est-ce que la France garde sa place? Oui. Elle est à l'initiative? Est-ce que la place oui. des autres n'est pas est-ce plus que grande? sur toutes les crises étaient à l'initiative? Oui. Et c'est aussi nous qui, au niveau européen, avons déclenché l'initiative Indo-Pacifique qui vise à faire en sorte que sur les enjeux Indo-Pacifiques, qui sont les enjeux du XXIe siècle, les grands enjeux de demain sont là. Nous sommes présents, nous sommes une nation on n'a pas riveraine. perdu, donc je reformule la question différemment. Est-ce que les autres n'ont pas en revanche gagné en puissance? Que la Russie et la Chine. Que la Chine se renforce, oui, c'est une évidence. Mais elle ne se renforce pas uniquement contre nous. Elle renforce sa place dans le monde. À partir du moment où le président Xi a dit en 2049, nous serons la première puissance mondiale, effectivement, ils prennent les moyens avec un renforcement autoritaire interne très significatif et avec l'accroissement d'une conflictualité potentielle avec les États-Unis. Ça, c'est une réalité. Que peut-on faire? Est-ce qu'on fait du bloc contre bloc? Je ne crois pas que c'est la bonne solution, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Je crois que la bonne solution, c'est de faire en sorte que tous les pays qui le veulent bien, c'est-à-dire qui respectent le droit, qui respectent la souveraineté, en particulier le droit maritime, qui respectent la souveraineté de chaque État, mais qui voient bien que les enjeux dans l'Indo-Pacifique sont à la fois des enjeux climatiques, des enjeux de sécurité, des enjeux de connectivité, des enjeux environnementaux, qui se mettent ensemble pour agir ensemble sur un certain nombre de projets. C'est ce que veut la France et c'est la raison pour laquelle nous ferons, pendant la présidence française, une initiative de nouveau sur l'Indo-Pacifique, avec les ministres d'Indo-Pacifique qui voudront bien se joindre à nous, les ministres européens, pour qu'il y ait une vraie dynamique européenne dans l'Indo-Pacifique, à l'initiative de la France. Pour se rattraper des sous-marins, est-ce qu'on aura des dédommagements réels de l'Australie ou pas? Je vais vous dire, les sous-marins, pour moi, c'est pas fini. Vous êtes sûr de ça? Non, peut-être pas pour la France, mais le sujet n'est pas clos. Donc on n'a pas totalement perdu, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas que nous n'avons pas totalement perdu, c'est que les Australiens peuvent avoir perdu beaucoup plus qu'ils ne le croient. Parce que, écoutez, c'est un projet pour l'instant. Les trois se sont mis d'accord, avec beaucoup de solennité, sur l'initiative Australie, Royaume-Uni et de mensonges. États-Unis, et de mensonges, et de confidentialité, de secrets. Enfin, ils sont mis d'accord sur quoi? Sur le fait que dans 18 mois, il y aura un projet. Point. Pour ça, ça peut rester secret. Quand on se dit ça à quelques-uns, on peut garder le secret. Il ne reste plus que 16 mois. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais il se passera quoi pour la France alors? C'est le contrat est rompu, ça, c'est clair. Mais pour les Australiens, je suis un peu inquiet. Mais ça veut dire que ce contrat sera peut-être pas honoré, mais il pourrait revenir vers nous, les Australiens? On verra bien à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas, ce que je dis simplement très clairement, c'est qu'aujourd'hui, le contrat est rompu avec les Australiens. On va agir et on agit en conséquence pour être remboursé de nos frais et puis pour que la rupture puisse aboutir à ce que nous soyons complètement respectés. Bien. C'est une première chose. Mais le sujet
qui a été posée par le Premier ministre australien était de dire « je fais ça parce que j'ai peur de la Chine. Et j'ai peur que ça aille plus vite. J'ai peur que ça aille trop vite. » Or, nous, notre premier sous-marin, on le livrait en 2030, 33. Je ne sais pas à quelle date sera livré le premier sous-marin nucléaire à l'Australie. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un le sait, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et donc, je vous dis que cette histoire-là n'est pas finie, on va en parler longtemps. C'est un sujet sur lequel vous êtes assez à vif, monsieur le ministre. Est-ce que c'est un échec personnel pour vous? Non, je crois que ce n'est pas la question uniquement entre l'Australie et la France. C'est le fait que cette initiative, je pense, est une initiative qui peut être dangereuse sur l'équilibre de la paix dans le Pacifique. Sur l'équilibre de la paix. Question express. Le grand jury, question express. Pour ou contre, Jean-Yves Le Drian, la suppression des 2 corps de hauts fonctionnaires qui constituent aujourd'hui le Quai d'Orsay? J'étais contre, et je pense que les mesures que j'ai pu faire passer dans les arbitrages du Premier ministre et du Président de la République me permettent de dire qu'on a pu assouplir, enrayer les conséquences négatives que ça pouvait représenter. Bon, donc vous êtes rassuré. Pour ou contre accueillir Julian Assange, le lanceur d'alerte, en France? Il faut qu'il fasse une demande. Et s'il fait cette demande? On verra. C'est pas le Pourquoi gouvernement ça pas automatique? Non, parce qu'il y a l'OFPRA. Mais si c'est un lanceur d'alerte, ça ne rend pas automatique sa venue en France? Pas à l'instant. Et vous ne le souhaitez pas, vous, personnellement? Je ne prends pas de position sur une demande qui ne m'est pas formulée. Jamais dans la vie. Mais à titre personnel, vous ne direz pas ce que vous en pensez? Je ne prends pas position sur une demande qui ne m'est pas formulée. Je ne sais pas s'il a formulé la demande à quelqu'un, mais en tout cas, pas au gouvernement français. Pour ou contre l'introduction du YEL dans le dictionnaire Petit Robert? Contre, ce n'est pas ma culture, et ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Pour ou contre Jean-Yves Le Drian, de nouveau ministre dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron? Le nouveau ministre de moi? Ministre de quoi? Oh là, Est-ce que vous... Est-ce que vous pourriez, si vous le demandez? Je suis tout à fait mobilisé sur la présidence française de l'Union européenne qui va commencer au 1er janvier, dont j'assume sous la responsabilité du président de la République un peu et du Premier ministre la mise en œuvre. Après, les choses, on les verra. Vous verrez. Vous dites pas non. On en revient à la campagne des Républicains pour la désignation de leur candidat. Vous en parliez tout à l'heure, Marion Mourgue. Comment vous accueillez leur proposition de revenir sur le droit du sol, que ce soit dans certains territoires ou sur l'ensemble de la France, pour revenir au droit du sang? Je ne suis pas sous cette logique-là. Et je pense qu'ils ont tort d'aller dans cette dérive, qui ne représente pas l'histoire de la République ni le creuset républicain. Ils ne sont plus un parti de gouvernement, dit Gérald Darmanin ce matin. Dans le débat tel qu'on le voit, il y a, c'est la difficulté des primaires. On l'a vu dans le passé pour d'autres formations politiques, dont la mienne. Le système des primaires de ce type parfois entraîne des surenchères que les intéressés ne peuvent pas mettre en œuvre ensuite. Il y a le Parti socialiste. Vous avez été socialiste, vous avez gouverné, vous êtes un président socialiste. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez encore des idées, des valeurs avec la candidate socialiste Anne Hidalgo? Je ne connais pas son programme pour l'instant. Vous connaissez peut-être ses valeurs? Oui, elle a une histoire que je respecte, mais je ne connais pas son programme. Simplement, ce que je constate, c'est que depuis la dynamique mauvaise qui avait été initiée par ce qu'on a appelé les frondeurs, les socialistes n'arrêtent pas de dégringoler. Et que le score, les petits scores dans les sondages qui aujourd'hui sont attribués à Anne Hidalgo, ce n'est pas de la responsabilité de Madame Hidalgo. C'est la conséquence d'une itinérance mauvaise et qui amène des ruptures successives avec l'électorat. Moi, je suis toujours de gauche. Vous êtes avec qui incarne la gauche dans leur pays alors aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y a pas d'identification personnelle d'un candidat de gauche pour aller aux élections. Donc c'est pas Emmanuel Macron en tous les cas. C'est pas Emmanuel Macron. Non, mais je suis à l'aise avec Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit ici. Quand il porte il est plus à droite qu'à gauche. Je ne suis pas sûr. Ah, vous n'êtes pas sûr? Non, quand il porte la force du message sur le renoncement à l'assignation de résidence, que ce soit l'assignation de résidence sociale ou l'assignation de résidence territoriale, pour que les Français puissent choisir librement leur destin et avoir les moyens de le faire, c'est quoi ça, sinon des dispositions de gauche? Quand il gère la crise du COVAX, avec les orientations qu'il a prises, gratuité des vaccins, gratuité des masques, organisation du chômage partiel,
fonds de garantie de l'État, relance économique. Mais c'est quoi ça? Sinon, une forme de New Deal à la française. Moi, je m'en trouve complètement là-dedans. Qui propose le contraire? Aucun socialiste. Alors, l'esprit de gauche, il est aussi là. Alors, demain, je ne sais pas ce qui se passera. Il y aura sans doute une forme de social-démocratie qui émergera. Mais le Parti socialiste, aujourd'hui, il est vraiment résiduel. Parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Jean-Yves Le Drian. Alors nous avons reçu plusieurs questions d'internautes vraiment très concrètes et j'ai sélectionné celle de Philippe qui s'inquiète des effets de la mondialisation et il vous prend un exemple, il vous demande comment expliquez-vous que des tomates espagnoles coûtent moins cher que des tomates françaises et lui il se désole d'avoir cité cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup d'autres d'après lui. Je pense que le bon moyen parce que c'est pas la mondialisation, c'est l'Europe. Et donc, c'est l'unité du marché européen. Et c'est le fait que l'on produise en Europe dans des conditions à peu près identiques pour éviter du dumping. Et c'est le fait aussi que certaines régions d'Europe se spécialisent dans certaines productions agricoles et pas d'autres. Et donc, du coup, c'est normal d'après vous ? Non, je pense qu'il faut harmoniser les conditions de prix et singulièrement faire en sorte que l'initiative que nous avons prise d'avoir au niveau européen un salaire minimum garanti et partagé sera une bonne initiative qui permettra d'enrayer au moins en partie les différenciations de prix. Autre question. Oui, alors cette fois-ci, c'est Samy qui souhaite vous interpeller sur la situation en Syrie et les conséquences de cette guerre pour l'Europe et surtout pour la France. Écoutez sa question. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour anticiper au lieu de subir les prochaines vagues migratoires venant de pays où la France a soutenu de mauvaises personnes comme la Syrie? Qu'allez-vous faire pour moins subir le chantage d'Erdogan et permettre à la population syrienne de rester chez elle? Je comprends notre interlocuteur qu'il aurait voulu qu'on soutienne Bachar el-Assad. Ah non, il dit qu'il faut peut-être tendre la main davantage aux Syriens qui souhaitent venir. Non, mais la situation en Syrie, aujourd'hui, n'est pas stabilisée du tout. Il y a régulièrement à Genève un comité constitutionnel qui se réunit pour essayer de trouver la sortie politique d'une situation qui n'est pas clarifiée. Puisque quand vous voyez, je m'adresse à mon interlocuteur, il y a un gouvernement à Damas, mais il y a une zone nord-est qui est aujourd'hui toujours en situation de conflictualité, avec à la fois des Kurdes, des Américains, des Russes, des Syriens, des Turcs. Tout cela dans un espace extrêmement restreint qui risque régulièrement l'incident de guerre. Et puis vous avez la partie du nord-ouest qui est également une situation conflictuelle. Donc rien n'est clarifié quand on pense aussi qu'il y a plusieurs millions de Syriens qui sont réfugiés à l'extérieur. Donc il importe de faire pression auprès de Bachar el-Assad pour qu'il y ait une ouverture politique. Tant qu'il n'y aura pas d'ouverture politique, il n'y aura pas de possibilité de réconciliation, parce qu'il faudra d'abord réconcilier les Syriens avant de passer à autre chose. Une question sur les visas vis-à-vis du Maghreb, Marie. Oui, et notamment de l'Algérie, puisque la France a limité le nombre de visas pour les Algériens pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants. Est-ce que ça a eu un effet réel, cette décision? On a avec l'Algérie une période un peu difficile, vous le savez, sans doute basée sur des malentendus, que nous souhaitons voir dépasser. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait avec ce pays une relation apaisée et le président de la République s'y emploie, moi-même. Nous avons une longue histoire avec l'Algérie, faite parfois de conflictualité. Et sur la question des... Non, mais je le dis parce que nous sommes dans un moment très particulier. Sur la relation avec l'Algérie, le sujet, il est simple, mais on avait commencé à bien travailler sur cette hypothèse il y a quelques mois. Il est le suivant. Lorsque des Algériens sont constatés en situation irrégulière sur le territoire français, donc ils n'ont demandé à personne, ils sont en situation irrégulière. Et en plus, certains ont pu commettre des actes qui sont délictueux. À ce moment-là, nous les renvoyons dans leur pays d'origine et il faut trouver le bon mode de coopération pour le renvoi dans le pays d'origine. Et il y a eu, je dois le dire, à un moment donné, un dysfonctionnement dans cette coopération-là. Il faut donc qu'on retrouve la coopération avec l'Algérie sur ce sujet. On a des propositions à faire aux Algériens et lorsqu'on pourra renouer le dialogue, on le fera. Mais on ne peut toujours pas survoler le ciel algérien. Ça fait partie des malentendus.
C'est toujours le qui cas. reste en- Toute dernière question, très rapidement, Marie-Pierre Haddad. Oui, les internautes n'ont pas compris le choix de l'ex-otage Sophie Pétronin de retourner au Mali alors qu'elle y a été retenue pendant 4 ans. Est-ce que vous aussi, ça suscite une incompréhension? Complètement, qu'elle y reste. Qu'elle y reste? Vous êtes très ferme. On ne peut pas, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mobiliser les services secrets, y compris les militaires, pour essayer de sortir cette femme de cette situation d'otage, de la ramener, et ensuite elle repart si en elle disant se je suis bien retrouve là. à nouveau en Si elle, situation de danger, si elle est vous bien n'irez au pas la Mali, chercher. qu'elle y reste. Mais si elle est à nouveau prise en otage, que fera la France? Écoutez, elle dit qu'elle est bien, donc j'imagine qu'elle est bien. Donc on comprend que nous n'interviendrons pas une deuxième fois. C'est dit, merci Jean-Yves Le Drian, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous, à la semaine prochaine.